Autre, et depuis si longtemps. Nous avons été désignés par la commission des lois pour constituer une commission d'information chargée de réfléchir sur la révision des décisions pénales. Georges Fenech avait déposé une proposition de loi en 2007 et j'ai réussi à convaincre le président Urvoas que c'était indispensable que nous ayons une véritable réflexion à ce niveau. Et nous avons pensé qu'il était indispensable de vous entendre, tant votre action, en particulier dans l'affaire Seznec, vous a interpellé, et parce que, bien sûr, vous avez été garde des Sceaux dans le gouvernement de Lionel Jospin. Je replace deux ou trois choses. Premier élément, tous les rapports de la Cour de cassation nous disent qu'il faut changer la loi. Deuxième élément, tous les hauts magistrats, qu'ils soient procureurs généraux, premiers présidents, présidents de chambre, tous aussi. Pas tous dans le même sens, bien sûr. Mais enfin, il y a tout un certain nombre de choses qu'il faut changer. Et on peut rappeler deux ou trois éléments. Depuis 1945, il y a eu 8 ou 9 affaires. Il y a une affaire qui concerne un militaire allemand, je ne sais pas exactement. 8 affaires qui ont fait l'objet d'une décision de révision. 8. Alors même qu'on a changé la loi, qu'on a appelée la loi Seznec en 1989, pour supprimer la quasi-exigence de dire qui était le coupable, pour arriver à faire en sorte qu'avec un doute, et un doute simple, enfin doute non qualifié, on puisse saisir la commission de révision. En réalité, il n'y a eu pratiquement aucune modification. Vous qui êtes une femme politique aussi importante, nous avons été très, très surpris par le quasi-aveu de l'ensemble des hauts magistrats de dire c'est dans notre culture, vous pouvez toujours changer cela en cela, ça ne changera pas grand-chose. Effectivement, ça n'a pas changé grand-chose. Deuxième chose, nous avons eu à réfléchir sur les décisions prises en 2000. En 2000, nous avons décidé de faire l'appel des décisions des cours d'assises, ce qui n'existait pas auparavant. Or, sur les 3 premières années, il y a eu 1200 personnes qui ont fait appel. Sur les 1200 personnes, il y a eu 64 acquittements. 64 acquittements, c'est très important, sur 3 ans, si on se réfère aux 8 révisions sur 70 ans. Vous voyez bien l'énorme différence qu'il peut y avoir. Alors, bon, on peut toujours trouver telle ou telle explication. Il en reste pour moi qu'elles ont été acquittées et que s'il n'y avait pas eu l'appel, eh bien, elles seraient en prison. Voilà. Donc, nous avons ensuite eu... Je me suis fait procurer toute la procédure de l'affaire Seznec. Et je voulais qu'on puisse en parler. On n'est pas lié par le secret en quoi que ce soit, donc on a le droit d'en parler. D'autant plus que cette affaire passionne Georges Fenech. Et que nous avons reçu Denis Seznec avec son avocat, et que j'ai bien étudié l'ensemble des mémoires. Que dire? D'abord, premièrement, que c'est sur votre saisine que le petit-fils a pu continuer la procédure. Et que cela nous apparaît d'autant plus important que Monsieur le procureur général Vioux nous a dit, mais est-ce que finalement, avec la loi du 25 juillet 2013 qui fait que le garde des Sceaux n'a plus la possibilité d'intervenir de manière directe, est-ce qu'il faut lui laisser la possibilité d'intervenir à la suite de la suppression des instructions individuelles? Il faut avouer que c'est la première fois qu'on nous posait cette question et que, par souci de cohérence, on aimerait avoir votre position à ce niveau. Et puis, cette notion de doute. J'ai lu, moi, tous les mémoires de Jean-Denis Bredin, du procureur général, et tous les arrêts de la décision de la commission de révision. Il y avait
il y avait tellement de doutes accumulés qu'à la fin, on n'arrive plus à savoir quel doute ne pouvait pas être repris. Je le dis, nous sommes enregistrés. Bon, enfin, voilà, même s'il y a eu une décision rendue, on a le droit de s'interroger. Et on a le droit de se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut modifier. Est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état ou pas? Est-ce que vous avez des propositions à nous faire sur des affaires qui nous interpellent extraordinairement fortement? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des innocents en prison actuellement. Tout le monde. Je n'ai pas entendu une personne dire, compte tenu des progrès scientifiques, la justice est infaillible. Et j'irai même très au-delà. Malgré les progrès scientifiques qui nous ont été démontrés, que ce soit pour l'ADN, que ce soit sur le plan papillaire, que ce soit sur tous les domaines, nous constatons que ces progrès scientifiques n'ont eu pratiquement aucune incidence sur le nombre de révisions. Alors même qu'aux États-Unis, ça a été énorme. Voilà les questions que nous nous posons. Je donne la parole à Georges Fenech. Pour la recéder immédiatement, Madame la Ministre, qui a certainement un emploi du temps très restreint, vraiment nous félicitons, puis vous auriez pu vous libérer quelques temps pour cette mission qui vous tient à cœur, nous le savons. Merci beaucoup. Et c'est à la fois l'ancienne garde des Sceaux, la parlementaire devenue ministre du gouvernement qui est là. Je veux dire que moi-même, en arrivant à la chancellerie, je me suis beaucoup interrogée sur la procédure. Donc on y viendra sans doute de révision, parce qu'il me semblait qu'un des faits générateurs de notre histoire collective, c'est qu'aux assises, on condamne sur une intime conviction. Il n'y a pas nécessité, même si elle doit, cette intime conviction, s'appuyer sur des éléments objectifs, c'est quand même une intime conviction. Et on acquitte au bénéfice du doute. Et il me semblait, dans la procédure de révision, qu'il n'y avait pas de parallélisme des formes. C'est-à-dire que nous étions avant, bien évidemment, l'appel cour d'assises dont vous avez parlé. Nous avions donc, sur les quelques demandes de révision qui existaient, et celle de Seznec, l'affaire Seznec que je connaissais naturellement par cœur, parce que, ayant vécu sur les mêmes lieux, nous avions donc des condamnations qui avaient été prononcées au bénéfice d'une intime conviction, sur une intime conviction, et il fallait trouver un élément qui soit de nature à dire que ceux qui avaient prononcé la condamnation en question n'avaient pas eu tel ou tel fait nouveau, élément tangible sous les yeux ou à leurs oreilles. C'est-à-dire que je trouvais qu'il n'y avait pas de parallélisme des formes, je l'ai dit, et de justice dans la demande exprimée, parce que le simple doute ne suffisait pas. Or, le simple doute suffit aux assises. Si les jurés, majoritairement, ont un doute, ce doute est entendu. Donc, avant même l'application de l'appel aux assises, dont vous avez raison de dire que le résultat est spectaculaire et pas remis en cause par les citoyens de ce pays. Les citoyens de ce pays, quand vous dites plus de 60 acquittements prononcés, les citoyens de ce pays trouvent ça juste. Donc, puisque nous étions à cette époque où nous allions vers... Elisabeth Guigou avait porté cette possibilité de faire appel, je trouvais que la révision telle qu'écrite n'était pas adaptée à notre sentiment profond. C'est qu'une condamnation aux assises n'est pas forcément une condamnation sans, comment dire, non pas sans espoir de retour, mais sans recours. Nous le disions. Donc, je me suis rendu compte à ce moment qu'il fallait être extrêmement précis. Donc, j'ai reçu, bien évidemment, 2 demandes fortes. Celle de Gisèle Halimi pour les condamnés algériens, dont vous avez peut-être aussi regardé le dossier, d'une part, et d'autre part, celle de l'affaire dite Seznec-Kemener. Je n'ai pas pris de décision comme ça du jour au lendemain. J'ai demandé
sous l'autorité d'une magistrate, à une petite équipe, de tout reprendre. Et j'ai volontairement confié cette mission à une magistrate qui était très allante sur le principe de la chose jugée et qui n'avait pas d'a priori favorable à la révision, au contraire. Donc j'ai volontairement fait cette démarche parce que je voulais séparer la garde des Sceaux de l'habitante de Morlaix. Et donc pendant plusieurs mois, ça, comme vous l'avez vu, ça a duré plusieurs mois, il y a eu un travail absolument indépendant conduit par des magistrats à qui, bien sûr, je faisais confiance, et à une équipe qui s'est composée comme elle l'a voulu, sans intervention de la garde des Sceaux que j'étais. Et au bout de plusieurs mois de travail, bien sûr, ce n'était pas un plein temps, ce sont des gens qui avaient d'autres fonctions. Donc j'ai reçu retour de ce travail me disant, si nous étions seuls, nous, magistrats, et moi, magistrate chargée du dossier aujourd'hui, par rapport à il y a quelques mois, ayant tout regardé, enfin, tout ce qui est naturellement disponible, puisque le temps a effacé des possibilités de témoignage. Si j'étais seule, je réviserais. Et c'est après ce travail long, délicat, précis, que j'ai pris la décision parce que j'étais la seule à pouvoir la prendre. J'étais la seule à pouvoir la prendre. Donc, d'enclencher la procédure que vous savez. Mais j'étais la seule. Et je trouvais même assez dommageable, et vous avez raison, d'être obligée de prendre cette voie de l'intervention de la garde des Sceaux. J'aurais trouvé juste que la famille, compte tenu du travail qui avait été fait, puisse aussi agir sans moi. Ça m'aurait semblé plus juste et plus respectueux de ce que je crois aussi profondément, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'instruction individuelle. Donc je relève cette contradiction parce qu'elle est réelle et elle a été assumée à l'époque parce qu'il n'y avait pas de choix. Donc vous savez la suite. J'ai en revanche, je n'ai pas porté, et parfois je le regrette, parce que le temps aussi nous était compté en termes tout simplement d'agenda. Je n'ai pas porté la requête de Madame Halimi au nom des familles des condamnés dont elle porte depuis longtemps le dossier. Et je pense que j'ai eu tort, je le dis aujourd'hui, parce que sans doute ce dossier méritait aussi d'être regardé. En revanche, lorsque j'ai demandé à des magistrats de regarder, il n'y a pas eu ce revirement de position que j'avais connu avec l'équipe dite Cesnec, qui, regardant les premiers éléments, dit ah non, on ne révisera rien, il ne faut pas réviser, et ce changement après l'examen des pièces. Mais sans doute que l'autre dossier avait aussi sa valeur. Donc, vous connaissez la suite, et lorsque donc la Cour dit ce qui est donc le droit et ne révise pas, moi j'ai été assez déstabilisée. Je ne sais pas, et je ne sais toujours pas, et naturellement je crois que je ne saurai jamais, ou peut-être. Mais je ne sais pas si c'est coupable, pas coupable, je ne sais pas. Mais je suis quand même déstabilisée à l'époque par le fait qu'avec des doutes partagés par cette équipe qui a travaillé sur le dossier, on ait ce résultat. Donc je me suis dit d'ailleurs à l'époque qu'il fallait réviser la loi, et moi je suis ravie que vous ayez cette mission, parce que quand vous parlez de culture des magistrats, je vous rejoins sur cette analyse, même si elle est forcément, même de la part de ceux qui la disent, enfin, teintée de subjectivité. Je me souviens d'une magistrate qui venait de prendre sa retraite en Bretagne, qui me disait « Jamais je ne tolérerai la révision au titre que la chose jugée est la chose jugée, point. » Mais c'est vrai que c'était une culture, et qu'au fond, si on veut bien aller au fond des choses, c'était aussi mettre à l'abri la société, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'appel aux assises. Donc c'était une forme, je dirais, de position à la fois culturelle, mais aussi au-delà.
c'était une position qui maintenait la cohésion de la République grâce à ce principe de la chose jugée. Donc, j'ai pensé qu'il fallait revoir les textes, et je vous félicite à nouveau de faire ce travail, parce que entre les demandes de révision qui existent et désormais l'appel en cour d'assises, on a donc une sorte d'injustice, puisque ceux qui ont été jugés avant n'ont pas cette possibilité d'avoir ce recours. Or, la France, quand même, a inscrit toute sa démarche en termes de justice sur le droit au recours. Donc, et j'en arrive à vos questions. Je pense que sur le doute, il ne faut pas qualifier le doute. Le doute est le doute. Mais de la même façon que l'intime conviction doit être assise sur des éléments objectifs, je pense que le doute doit être assis également sur des éléments objectifs. Et je pense qu'il faut pouvoir dire ces éléments. Dans le cas Seznec, par exemple, une magistrate, je m'en souviens, disait « La façon dont a été conduite l'enquête génère le doute ». Elle ne le qualifie pas, mais générait le doute. Donc je pense que le doute doit être assis sur des éléments objectifs, et là, en l'occurrence, sur la façon dont l'enquête avait été conduite, les pièces versées ou pas versées, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas... le doute est le doute. Et avec toujours intime conviction assis sur des éléments objectifs, doute assis sur des éléments objectifs qu'on doit pouvoir dire, ce qui nous met en sécurité à la fois juridique et éthique, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut modifier? Moi, je me suis battue longtemps pour dire il suffit de dire que le doute est l'essentiel de notre histoire inachevée de la révision. Il doit falloir être possible d'asseoir une révision sur le doute. Alors après, comment? Alors, souvent on me dit il faut changer les structures, c'est ce qu'on me disait à l'époque, je ne sais pas si on le dit encore parce que je n'ai pas eu le temps de regarder tout ce qu'on a pu vous dire, bien évidemment. Il faut changer la structure. Il y a une commission, puis il y a une cour. Moi, j'ai réfléchi un peu depuis quelques jours que je sais que je viens ici, mais sans documenter ma réflexion au-delà du vécu, de mes souvenirs et de mes démarches. Je pense que la commission, il faut la garder pour qu'elle travaille sur la qualification d'un élément nouveau qui peut générer un doute. On a besoin de cela. On a besoin de ce travail. Et à partir du moment où elle trouve un élément nouveau, elle ne peut pas, parce qu'au fond, elle est du côté de l'enquête, même si c'est une enquête sur des documents qui n'est pas de même nature qu'une enquête dans un début de procédure pénale. Elle doit, me semble-t-il, être tenue de saisir la Cour à partir du moment où elle a un élément nouveau. Ce n'est pas à elle de dire si l'élément nouveau doit conduire à la révision, à l'acquittement, que sais-je. Elle n'a pas, mais elle doit dire oui, il y a vraiment un élément nouveau. On ne demande pas que cet élément nouveau soit éclatant, sinon la révision aurait été accordée depuis longtemps. Donc je pense que la commission doit faire ce travail et garder la Cour. Alors, il y en a un sujet sur la Cour de révision, me semble-t-il. Hein. Je suis très prudente dans mes propos parce que je sais à quel point tout ça est à la fois de justice mais aussi de délicatesse. Je pense que la Cour de révision, il ne faut pas continuer à dire c'est forcément la chambre criminelle. Je pense que la Cour de révision doit être composée de magistrats, point.
issus, peut-être que le président de la Cour de cassation, tous les ans, je ne sais pas, dit la composition de la Cour des révisions, mais pas seulement la Chambre criminelle. Parce qu'autrement, vous adossez la demande de révision, et donc quelque chose de très lourd et de très fort, à je dirais, l'expertise des pénalistes, donc aux pénalistes. Or là, on est dans une démarche où il faut savoir apprécier ce que vous transmet la commission de révision et simplement donc s'approprier ou pas l'élément ou les éléments en question et dire ou pas si c'est de nature à générer un doute. Voilà un peu comment je vois les choses. Et je sais qu'on me proposait à l'époque, on vous propose peut-être encore une seule entité, commission cour, ça ne me semble pas opportun. En tout cas, je dis toujours, si j'étais seule, je ne ferais pas comme ça. Je préférerais garder et la commission avec ce travail particulier et la cour qui, elle, doit dire. Ensuite, si cet élément est de nature à générer un doute ou pas. Donc ça me semble extrêmement important. Moi, j'ai entendu, je vous le dis ici, sans doute ne l'ai-je jamais dit publiquement, mais j'ai entendu aussi certains magistrats non pénalistes dire, voilà, mais pénalistes regardent au fond ce que les autres ont fait en amont et restent enfermés dans une sorte d'expertise et ne se mettent pas en situation d'être une cour à proprement parler. J'ai eu ce type de réflexion, non assise sans doute, peut-être plus intuitive que objective, mais c'est ainsi. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut garder les deux structures et que la cour de révision ne soit pas seulement issue de la chambre criminelle. Après, vous m'aviez donné des questions et dans la liste des questions, vous me disiez qu'est-ce qu'on fait des preuves ? Je crois qu'effectivement, ça nous pose une grande question, cette évolution de nos techniques scientifiques. Je ne vois pas non plus comment on pourrait garder toutes les preuves de toutes les affaires. Ça, c'est physiquement, matériellement, pas possible. En revanche, je crois que c'est, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 ans. 3 ans combien de temps 6 mois. Alors, on me dit qu'elles sont malgré tout gardées en moyenne un peu plus de 2 ans, en moyenne. Je pense que c'est trop court. Donc, il faut déterminer. Alors, est-ce que c'est 3 ans, 5 ans En tout cas, je pense que les preuves ne peuvent être détruites que le jour où nous sommes certains qu'il n'y a pas de demande de révision. Ça se produira moins souvent. Moins souvent. J'aurais l'appel en cour d'assises à changer la donne. En tout cas, je l'espère. Et j'en suis même convaincue. Donc, je pense qu'il faut garder les preuves plus longtemps. Et en tout cas, il faut demander aux parties, même si on me ressortira la chose jugée, etc., il faut leur demander s'il y a demande de révision, pas. Enfin, oui, il faut s'entourer d'un maximum de précautions avant la destruction des preuves aujourd'hui. On me rappelle souvent, on vous rappelle sans doute, qu'au fond, ce qu'on entend aujourd'hui le plus souvent quand quelqu'un est condamné, j'attends qu'un fait majeur se produise, et dans le fait majeur, c'est souvent le un coupable qui se présente. Je pense qu'il y a peut-être d'autres cas où, effectivement, on aura besoin d'avoir gardé plus longtemps les éléments qui ont été recueillis pendant l'enquête. Il me semble que les preuves, en tout cas, ne peuvent pas être détruites aussi vite qu'avant. Alors c'est sans doute un problème matériel pour la justice. Il y en a beaucoup de problèmes matériels pour la justice, mais en tout cas, ça me semble important et il faut le modifier. Mais il faut que ce soit aussi modifié. Voilà, moi, ce que je suggère, n'ayant pas forcément travaillé le dossier aussi bien que vous, Madame la ministre, je tiens vraiment à vous remercier. D'abord, ce caractère de franchise dans l'échange est très important. Je peux vous dire quelques pistes que nous avons en tête. Et puis, on va les tester sur vous. La première chose,
En ce qui concerne les personnes susceptibles de saisir la commission de révision, nous pensons l'élargir aux petits-enfants, au PACSE et au procureur général. On nous a posé le problème de l'éventuelle suppression du garde des Sceaux. Je n'y vois pas d'utilité à partir du moment où il a été démontré que dans une affaire, Dieu sait emblématique, eh bien, vous avez eu un rôle exceptionnellement fort. Voilà. Est-ce que c'est une instruction individuelle? On qualifiera que ce n'est pas une instruction individuelle, et puis c'est tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce problème. Le procureur général ne pouvait pas. Si on introduit le procureur général, on peut se poser la question de la pertinence du maintien du garde des Sceaux. Ce serait intéressant d'avoir. Oui. Vous avez toujours le cas extrême. Et au fond, un garde des Sceaux est un ministre de la Justice et un garde des Sceaux. Je pense que si on s'en tenait au procureur général, et si on qualifiait d'instruction individuelle ce droit d'agir, ça me semblerait difficile à défendre. Parce que vous pouvez avoir, dans des cas exceptionnels, dans un cas exceptionnel, une opposition d'appréciation entre un procureur général et, par exemple, un garde des Sceaux. Et si vous dites ça peut s'arrêter au procureur général, point, imaginez justement cette terrible situation où un garde des Sceaux, au vu d'un certain nombre d'éléments, je dis, les gardes des Sceaux, même s'ils n'ont pas d'instruction individuelle, et vous le savez tous, peuvent se faire porter. Un certain nombre de dossiers peuvent aussi les lire, comme tout à chacun, puisque ils sont à disposition. Imaginez la situation où le procureur général dit non et le garde des Sceaux a une intime conviction personnelle, mais documentée bien évidemment, qu'il faille en appeler au moins à la commission. Ça me semblerait une situation de nature à faire couler de l'encre pendant des décennies ou peut-être des siècles. Donc, est-ce que le garde des Sceaux est un dernier rempart? Dans certaines affaires, oui. Sur ce type d'affaires, sans doute. Et je vous rappelle, sur un tout autre sujet qui n'a aucune liaison, je délie les sujets. Mais sur l'affaire Émile Louis, si la garde des Sceaux que j'étais, un certain nombre étaient des acteurs, mais n'avait pas dit je vais jusqu'au bout d'une démarche, je ne sais pas comment les choses se seraient terminées. Et au fond, si vous dites c'est une instruction individuelle, eh bien, le fait de rechercher, dans l'affaire Émile Louis, des éléments du dossier qui n'auraient pas été portés à connaissance, c'était aussi une instruction individuelle, vu comme ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'on appelle cet acte-là différemment qu'une instruction individuelle, c'est-à-dire que c'est l'instruction exceptionnelle et qui doit être motivée par le garde des Sceaux. Je pense que si elle est motivée par le garde des Sceaux et si les motivations sont publiques, c'est différent d'une instruction individuelle qui certes est publique, mais dont on sait qu'en amont, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, dont on sait qu'en amont, elle peut créer du doute chez nos justiciables. C'est très différent. Vous êtes dans le cas exceptionnel, dans l'exception et l'exception motivée, je pense. Il y a deux possibilités possibles. Deux possibilités. Il y a l'instruction qui serait exceptionnelle, adressée par le garde des Sceaux au procureur général qui aurait la compétence pour saisir la commission. Mais pourquoi ne pas conserver, c'est une simple question, je n'ai pas d'a priori, pourquoi ne pas conserver, introduire d'abord la possibilité de saisine par le procureur, d'accord, mais conserver un droit propre, une attribution propre au garde des Sceaux qui peut, sans donner d'instruction exceptionnelle, décider de son initiative, au nom de l'intérêt général, au nom du trouble à l'ordre public dans la société, lui conserver ce droit propre de saisir lui-même, sans avoir à passer par le procureur général et des instructions exceptionnelles. Il faudra que je l'étudie après, mais c'est une bonne piste. Le procureur général de lui-même
ou le garde des Sceaux, in fine. Donc je pense que ce droit propre, oui. En tout cas, j'hésiterais beaucoup, n'étant plus garde des Sceaux aujourd'hui, à supprimer cette possibilité. J'hésiterais beaucoup. Oui, je vous rejoins. Et mon attention a été attirée par le fait que le procureur général a la possibilité de saisir la commission de réexamen après la condamnation de la France par la CEDH et que sur les 55 cas à peu près, jamais il ne l'a exercé. Voilà d'ailleurs une question forte. Voilà d'ailleurs une question forte. Je partage votre interpellation. La composition de la commission et de la Cour pour la révision, nous avons eu beaucoup de propositions et il y a une forme de consensus qui à un moment donné se dégage, qui rejoint exactement vos préoccupations. À savoir que la commission de révision serait une commission d'instruction à côté de la Cour de révision, que la Cour de révision ne serait plus la chambre criminelle, qu'elle serait composée éventuellement de 2 magistrats par chambre, avec un président pour un nombre impair, et à côté, il y aurait éventuellement la commission d'instruction composée de 5 magistrats qui eux-mêmes n'appartiennent pas obligatoirement, il faut le rappeler, à la chambre criminelle. Donc, c'est ce que tout à l'heure nous avons vu monsieur l'ancien procureur général Lyon, c'était ce qu'il proposait. Madame Lazerge l'a proposé aussi. Beaucoup de sévères. Je ne trahis aucun secret, mais il suffit de lire toutes les auditions. Voilà un peu ce qui s'est rassemblé. Et ça semblerait. Alors, la question est de savoir, je voudrais avoir votre position là-dessus. Faut-il ou faut-il pas rajouter des jurés dans la Cour de révision? C'est une proposition qui nous a été faite de manière très minoritaire, essentiellement par Maître Le Borgne, éventuellement par le président de la Chambre criminelle actuelle, et ça serait plutôt sur des magistrats du premier degré qu'il rajouterait. Voilà, ça c'est Monsieur Agré, que nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt, parce que Dieu sait qu'il a passé sa vie, même son intégrité physique, nous a dit que lui, il était totalement opposé à la présence de jurés. Il estimait que ça devait être les magistrats de toutes les chambres. Pour nous, c'est quelque chose de fort d'entendre cela. Moi, je n'avais même pas pensé à l'éventualité des jurés. Donc, pour moi, c'était un a priori, exclu, une exclusion a priori. Et je ne me suis même pas autorisé à poser la question comme ça. C'était dans ma réflexion, jamais je n'ai pensé que ça pourrait être un plus d'avoir des jurés, jamais. Donc voilà, ça n'avait même pas effleuré l'esprit, donc je ne vais pas vous faire cette proposition parce qu'elle ne me semble pas. Alors, autre question c'est sur le rôle des parties civiles et les décisions d'acquittement. Rôle des parties civiles, tout d'abord. Leur présence n'apparaît que très peu au détour d'un texte. Et il semble bien que dans l'équilibre du dossier pénal, il faut renforcer et en particulier leur permettre d'avoir toujours à côté d'elles des avocats, car sinon, c'est bien difficile pour elles de s'exprimer. Il faut rappeler que, en particulier dans l'affaire Cesnec d'ailleurs, mais dans d'autres affaires, les magistrats ont fait preuve d'un grand esprit d'ouverture, faisant passer à titre d'usage, en quelque sorte, la possibilité pour les parties civiles d'être là, mais sans qu'il y ait une protection par les textes. Qu'est-ce que vous pensez sur ce rôle qui serait éventuellement un rôle plus important dévolu à la partie civile? On rend la justice au nom du peuple français, il ne faut pas l'oublier, y compris dans la révision. Mais je pense que
C'était en partie vrai au départ de l'affaire que vous citez et d'autres. L'absence d'accompagnement et la force de la place des parties civiles, ça a joué contre une bonne lecture. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. Pourquoi je tiens la présence des parties civiles accompagnées, avec des conseils? Je vous l'ai dit sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la révision. Quand j'ai pris le temps, après 2002, de regarder les affaires qui m'avaient le plus occupé, en termes, pas d'agenda, mais de préoccupations fondées, c'était l'affaire Émile Louis, l'affaire Seznec sur la révision, et puis l'affaire dite d'Outreau. Et quand je regarde ces affaires avec du recul, il me semble qu'au départ, de ce qui fait dysfonctionnement, je ne dis pas injustice, parce que je n'ai pas le droit au jugement de valeur, mais ce qui fait dysfonctionnement, à chaque fois, c'est la faiblesse des parties civiles. La partie civile démunie, pas d'avocat, pas de droit à l'avocat suffisamment exprimé et dit. Et lorsque vous voyez se construire un dysfonctionnement qui va aboutir à ce que l'on sait de ces affaires en question, à chaque fois, c'est le rôle de la partie civile qui n'a pas été suffisamment respecté et la place du conseil, la place de l'avocat. Donc j'ai toujours dit et je redis, pour avoir un bon procès, il faut un bon magistrat, un bon avocat. Je pense que dans la révision, la place de la partie civile, je ne sais pas comment, je n'y ai pas réfléchi, je vous réponds en spontané, doit être mieux écrite. Mais très intéressant pour l'avocat, en tout cas que je suis, c'est de dire qu'en renforçant la place de la partie civile, on fait plus la part de la vérité en faveur du condamné. Et on aide le magistrat. Je veux dire, on aide le magistrat. Regardez, enfin, ces affaires doivent servir, sans doute, il y aura des thèses, j'imagine. Et à chaque fois, vous regardez le moment où les choses dysfonctionnent. Volontairement, je ne prends que ce mot. Et vous regardez ce qui se passe, c'est-à-dire la place du magistrat, la place de la partie civile, la place du mis en examen, la place du mis en cause, etc. Comment sont-ils accompagnés? Vous avez dans le cas de l'affaire Émile Louis, les familles ne sont pas accompagnées au départ. Dans l'affaire dite d'Outreau, les mis en cause ne sont pas accompagnés au départ, certains. Et c'est pour ça que, forte de cette lecture-là, que je laisse à sa place. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé suffisamment, j'en ai pas tiré de thèse. Je crois profondément que dans toute procédure, quelle qu'en soit la nature, il faut qu'on soit attentif à la place de la partie civile. Attentif. Alors, comment il faudra l'écrire? Je n'ai pas réfléchi. Mais je compte sur vous. Oui, je suis d'autant plus sensible à ça que je me rappelle, je vous avais interpellé sur l'affaire Émile Louis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je voudrais maintenant voir avec vous le problème de l'acquittement. Le problème de l'acquittement, on a deux thèses qui sont inconciliables. Bon, actuellement, on ne remet pas en cause un acquittement. Et cela semble être une obligation plus que morale, telle que, par exemple, Robert Badinter nous le dit. Mais d'autres personnes, Monsieur le procureur général, par exemple, nous dit, lorsqu'il est démontré qu'un fait nouveau établit que telle personne acquittée est en réalité coupable, ne faut-il pas qu'elle repasse devant une autre cour d'assises? Ceci dit, n'oublions pas le problème de la prescription. Parce que tout ça va se faire dans un délai assez... On ne peut pas remettre en cause la prescription. La prescription, elle permet à quelqu'un qui est coupable de ne pas être jugé. On est bien d'accord là-dessus. Ce qui fait que ça serait sur un petit délai entre, vous voyez, toute cette durée de la procédure et éventuellement le début de la prescription. Enfin bon, les décisions, enfin les appréciations sont vraiment
pratiquement inconciliables là-dessus. Alors, j'aimerais bien connaître la vôtre, mais d'abord donner la parole à Georges Fenech. Simplement pour rappeler, Madame la ministre, que cette possibilité de réouvrir un procès en révision suite à un acquittement par le procureur général existe en Allemagne, en Suisse, et également en Grande-Bretagne, et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un procès retentissant il y a 2 ans. Et le procureur général nous donnait un exemple concret tout à l'heure. Imaginez un acquittement dans une affaire criminelle où il n'y avait pas de cadavre retrouvé. Et puis, on retrouve le cadavre ultérieurement, après l'acquittement, et grâce au progrès de la science, ADN, on démontre que la personne acquittée était bien l'auteur du crime. Est-ce qu'il n'y a pas davantage de trouble dans la société de laisser courir ce coupable dont on sait qu'il était innocent, plutôt que de réviser et de refaire un procès? C'est la question. Et c'est vrai qu'on avait, aussi bien la Touré que moi-même, un a priori plutôt au départ acquittement. C'est l'acquittement, on n'en parle plus, c'est ce que nous a dit Robert Badinter en gros, mais qu'on est obligé de se poser la question. On voudrait vraiment avoir votre sentiment là-dessus. Vous êtes obligé de vous poser la question. En revanche, là aussi, c'est un a priori, mais c'est un a priori réfléchi. Pour moi, il n'y a pas de possibilité de revenir sur un acquittement. Ça ne m'a même jamais non plus effleuré, même si j'ai connu, comme vous, et des affaires dans lesquelles, des années après, effectivement, on trouve un fait générateur, mais dans celle que j'ai pu lire, c'était après prescription, ce qui était encore plus lourd. Pour moi, revenir sur l'acquittement, c'est quand même, c'est fortement déstabilisant. C'est fortement. Vous aurez toujours, me semble-t-il, du côté de la victime ou de la famille de la victime, on va avoir des situations terribles. Moi, je pense aux victimes d'abord, à la société bien évidemment, qui a besoin de sérénité, mais aux victimes qui vont chercher alors, et chercher encore, elles-mêmes, sans doute. Pour certaines, pas pour toutes. Hein. Je ne veux pas généraliser, je ne suis pas suffisamment psychiatre ou psychologue pour faire ça, mais qui vont s'obnubiler sur cette recherche de ce qui, entre guillemets, aurait manqué à la condamnation, c'est terrible. Est-ce qu'on ne va pas non plus empêcher des victimes ou des familles de victimes de se reconstruire pendant cette période où peut-être on va voir arriver des chercheurs de preuves, voilà. Donc mon a priori, et je pense que je vais encore y réfléchir quelques jours, mais honnêtement et profondément, je pense que si on ouvre cette porte-là à l'acquittement, ça a été posé aussi, rappelez-vous, pour le recours pour l'appel, pardonnez-moi. C'est violent, c'est quelque chose de violent. Et je pense qu'il vaut mieux s'en tenir au cas de la condamnation. Mais de manière générale, c'est plutôt votre avis qui prédomine. Moi, je reprends la parole. Je ne rejette pas leur position. Mais reculons. Alors, effectivement, si vous entrons dans un cas, vous le disiez, M. Fenech, si on rentre dans le cas terrible de l'acquittement avec la découverte du cadavre et des preuves, pour ce cas-là, qui va effectivement troubler l'ordre public, j'en suis convaincu comme vous. Je pense que déstabiliser l'ensemble des affaires jugées avec des acquittements, entraîner des victimes ou leurs familles dans cette recherche éperdue de cette impossibilité de se reconstruire sans avoir un coupable, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît par cœur les uns les autres, ça me semble encore plus dangereux que d'avoir à supporter, ce cas extraordinaire dont vous parlez. Et moi, je me pose en plus la question
véritablement par rapport à la prescription. Car finalement, on va remettre en cause la prescription. Alors, la prescription, c'est l'un des éléments fondateurs de... Je sais bien que... Pourquoi 10 ans, pourquoi 20 ans alors qu'en matière de crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. C'est vrai, mais ça pose quand même... Non, on peut imaginer un recours révision dans le délai de la prescription. Tout en préservant le délai de la prescription. On va même le raccourcir. Il faut, moi, je dis toujours, la justice, elle prend acte que la société est faite de petits morceaux qu'il faut coudre et recoudre tout le temps. Et la justice, c'est celle qui tient le fil. Quand le fil est cassé, elle le recoupe. Si on dit ça, si on dit, on fait rentrer l'acquittement dans ce sujet-là, vous n'avez pas cousu, quoi. Ça veut dire que vous avez des éléments de déstabilité dans votre patchwork social. Et moi, ça me semble compliqué. Je comprends le cas extraordinaire que vous dites, mais il y a beaucoup d'affaires malheureusement. Si à chaque fois on ne peut pas faire le nœud du fil et avoir son patchwork bien recousu, ça me semble difficile. Compliqué. Avant de donner la parole à Georges Fenech pour terminer, dans l'affaire Seznec, est-ce que vous êtes toujours en lien avec la famille, le dossier Personnellement, non. Non, parce que je pense que c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Et j'ai rencontré autant, j'ai vu aussi les descendants des Kéménères à l'époque. Mais c'est pas mon rôle. Donc, par principe, je ne suis plus en lien avec... et j'espère que, en revanche, s'il y a une possibilité, elle soit... ça devienne une réalité. Mais je ne suis plus en lien. Nous avons eu, pour votre J'ai coupé les... Nous avons eu, pour votre information, 2 avis différents. L'un des avocats nous a dit c'est fini. Je ne donne pas son nom. Le président de la Cour de révision a dit ce n'est pas fini. Voilà. Ce n'est pas susceptible d'être considéré comme fini, plus exactement. Voilà. Moi, je voudrais terminer, si vous me le permettez, par une question un peu plus personnelle. Vous avez fait part de vos sentiments. Vous avez répondu comme ancien garde des Sceaux, mais vous nous avez fait part de vos sentiments personnels. Vous avez employé un terme tout à l'heure qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Vous avez dit, à la suite de la décision de la Cour de révision dans l'affaire Seznec, j'ai été traumatisé. Le terme que vous avez employé, ça nous interpelle. Moi, ça m'interpelle comme député, mais aussi comme magistrat. Que vous ayez pu être traumatisé par cette décision. C'est un mot fort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature du traumatisme? Pourquoi ce traumatisme? L'incompréhension pour les citoyens, je ne parle pas des personnes directement intéressées, mais pour les citoyens, l'incompréhension de la motivation de la décision. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne connaissaient pas avant cette affaire-là, qui s'intéressaient comme on s'intéresse aux choses de son propre pays et de sa propre nation. Et qui me demandaient, mais pourquoi ? Ce qui veut dire que la société gardait, je reviens à mon patchwork, je suis désolée de mon image un peu couturière, mais la société gardait un petit bout de son patchwork social qui restait, il n'y avait pas le nœud. On disait, c'est une espèce de trouble. Mais pourquoi ? Quelle est profondément la motivation de cette décision négative ? Et ça m'a effectivement traumatisée en tant que responsable politique. Pourquoi ? Parce que je pense que la justice, je vais dire, rendue au nom du peuple français, naturellement, importe d'abord au parti, bien évidemment. Mais quand vous regardez votre histoire et que reste dans votre histoire quelque chose qui est de nature à troubler
l'appréciation de la justice de votre pays, c'est un aspect négatif. C'est quelque chose de négatif. Or, nous avons besoin, collectivement, que nos citoyens aient parfaitement confiance, à la fois dans l'institution judiciaire, bien évidemment, mais dans la justice de leur pays. Et si vous gardez comme ça quelque chose qui fait trouble, alors vous troublez la confiance. Et ça peut être dangereux. Même si c'est un petit trouble. Voilà, donc je crois, non pas, vous voyez, on m'a fait regarder des séries télévisées où, quand l'affaire est terminée, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe, ouais, je ne sais pas, ça doit être ça. En tout cas, oui, on tire le dossier et on le classe. Et au fond, je me dis, le seul truc qui m'avait intéressé, la seule chose qui m'a intéressé dans cette série, c'est ça, c'est ce geste-là. Vous voyez, oui, cette fois, il n'y a plus de trouble, ni chez les partis ou les intéressés. Je dis les intéressés parce qu'il n'y a pas que les partis, il y a le voisinage, mais voilà, il y a ce geste-là qui, moi, me touche. C'est le fil de mon patchwork, c'est le jour où vous pouvez dire je fais un nœud. Et effectivement, si je garde cette idée première par rapport à l'acquittement, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y aura, en dehors de même imaginez après la prescription, il y aura parfois des désespoirs en disant mais je ne peux plus là, je ne peux plus. Et vous allez créer des troubles. Or, vous avez besoin de nouer votre fil. Sinon, votre société est déstabilisée. Chez le président, Bruno Cotte, quand nous l'avons entendu à la Tourée, moi-même, on a senti un besoin très fort d'explication. Parce que lui-même a très mal vécu l'incompréhension. Et pourtant, cette décision, on ne peut pas davantage la motiver. Ça fait combien? 30 feuillets, je ne sais plus. Enfin, c'est une argumentation très précise, très fouillée. Alors, pourquoi, finalement? Moi, je pense que, en réalité, cette incompréhension qui a provoqué un choc, c'est vrai, un choc dans l'opinion. Vous n'étiez plus garde des Sceaux au moment où la décision a été rendue. C'était Pascal Clément. J'ai eu l'occasion de moi-même lui annoncer, puisque je sortais de la Cour de cassation et je rejoignais l'hémicycle, et il était effondré lui-même. Je crois que nous avions tous été préparés à une décision de révision parce que la commission avait conclu en quelque sorte. C'est pour ça que nous, dans la possibilité d'admettre cette révision. C'est pour ça qu'on s'interroge aussi sur ce qui peut apparaître comme un doublon avec des contradictions, et il va falloir que nous réglions ça, ne serait-ce que par l'appellation de la commission, qui deviendrait une commission d'instruction et non pas une commission de révision. Mais je crois que c'est ça le traumatisme, en fait, c'est que nous attendions une décision qui paraissait tellement écrite par la décision de la commission, et puis ça a été la douche froide pour tout. C'est ça, je crois. Hein. Ouais. Merci, vraiment. Nous sommes enrichis les uns les autres et nous tirerons le plus grand profit de cette audition.